Là, on vous propose un temps sur la décarbonation des EHPAD. Alors là, on est dans la politique, on est plus dans la stratégie et dans le consensus. Alors, moi, je suis Lydie Ouattremé, journaliste à Hospimédia. Je remercie Matière Grise de m'avoir invitée à animer ce petit temps. Impossible d'ignorer aujourd'hui cette problématique qui fait l'objet d'une planification nationale. Avec nous cet après-midi, 2 intervenants. D'abord, Madame Vanessa Wisner-Weil. Alors, c'est en tant qu'enseignante à Sciences Po et ancienne directrice du financement de l'offre de la CNSA que vous intervenez. C'est important, vous avez insisté, et vous allez nous rappeler dans quel cadre s'inscrit la trajectoire écologique de la 5e branche et des EHPAD. Il sera question donc de coûts, de transition, de démarche. Avec nous également Richard Huet, expert en développement durable en santé et médico-social à l'ANAP. Vous êtes aussi pilote de l'outil Mon empreinte carbone. Vous nous proposez de revenir sur les principaux résultats issus de cet outil au niveau national, dans le champ de l'autonomie et aussi à l'échelle d'un EHPAD avec un exemple d'EHPAD autonome. Mais auparavant, Madame Wisner-Weil, quid de la planification écologique pour la 5e branche? Je vous laisse la parole. On sort donc, vous sortez d'une séquence sur le modèle de tarification et le modèle économique. Permettez-moi de faire d'abord du coup une petite transition sans mauvais jeu de mots. Vous êtes beaucoup à vous demander si c'est éventuellement la priorité, alors même qu'on a tout ce problème de reste à charge, qu'on a cette situation financière compliquée pour les EHPAD. Est-ce vraiment la priorité d'aller décarboner? Certains posent ces questions, on a pu le remarquer, c'est une question importante. D'autres qui ont participé à la planification écologique de la CNSA se sont également dit qu'ils n'avaient pas attendu une planification écologique pour commencer à faire des choses, et Dieu merci, il y a des bonnes pratiques. Il y a d'abord un décret de Persière, il y a une loi Egalim, il y a des lois, il y a un cadre juridique qui font que tous les EHPAD, comme n'importe quelle entreprise de France, commence à faire un pas dans la décarbonation. Donc, pourquoi une planification écologique de la branche en plus? Alors, je voudrais donc vous en restituer des effets de taille, des effets de coût et des effets de sens. Donc, on se situe à un moment où donc le SGPE, le secrétariat général à la planification écologique, a donc généré ce grand plan pour faire une planification écologique, parce que des bonnes pratiques, ça ne suffit pas à atteindre les objectifs de l'accord de Paris, qui sont des objectifs chiffrés et qu'il faut donc une planification à l'échelle de toute une filière. Le plan du SGPE, qui est un plan pour toute l'économie française, avait chiffré à la fois le nombre de tonnes carbone qu'il nous fallait économiser pour atteindre les engagements de la France en matière d'accord de Paris, et puis c'était subdivisé en, voilà, vous avez la slide là, mieux produire, mieux se loger, mieux se déplacer, etc. Vous voyez que dans ce plan-là, la sécurité sociale n'était pas en tant que telle abordée, parce qu'au fond, on la trouve dans le tertiaire, qui était simplement abordée sous l'angle des bâtiments, sans s'attendre à un effet de filière, alors qu'évidemment, la sécurité sociale, c'est plus que des bâtiments, on va dire. D'où cette démarche pionnière de la CNSA, qui a démarré en 2023, de se dire on va s'engager dans une planification écologique et évidemment à hauteur de la responsabilité d'une branche de sécurité sociale qui est un financeur des opérateurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'atteindre les objectifs des accords de Paris? Donc pour faire ça, on a travaillé avec le Shift Project d'abord pour mesurer l'empreinte carbone de la branche et donc définir nos objectifs chiffrés. On a donc 10 millions de tonnes CO2, dont 50% pour les EHPAD. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? C'est 1,5% de l'empreinte française. Vous dites peut-être que c'est pas beaucoup, mais en réalité, c'est quand même assez significatif. C'est similaire à l'empreinte des hôpitaux, c'est similaire aux émissions d'un secteur tout à fait industriel comme le ciment, le béton. Et finalement, l'ensemble de la planification écologique repose sur des secteurs qui, chacun, pris isolément, représentent quelques pourcents. Donc en réalité, oui, c'est quand même assez significatif. Et puis pour les EHPAD, donc au-delà de ça, on a des flux. Voilà, on sait qu'on a un sujet de bâtiment, on a un sujet d'alimentation. Dans la branche, il y a d'autres sujets qui sont plus des sujets de mobilité. Alors ça, c'est les objectifs.
voilà il faut enlever ces tonnes carbone, il faut en enlever en gros la moitié d'ici 2030, puis il faut tendre progressivement vers la neutralité. Combien ça coûte tout ça ? Alors, ça a été notre deuxième étape de travail, et c'est là qu'on va rejoindre la séquence précédente sur la tarification. Donc, on a fait une évaluation quand j'étais à la CNSA, et d'un point de vue consolidé pour la branche, il y a à peu près 10 milliards d'investissements nécessaires d'ici 2030. Et encore, cet investissement-là n'intègre pas les coûts de l'adaptation. Or, évidemment, tous autant que vous êtes, vous n'allez pas faire des travaux uniquement pour changer un chauffage ou isoler, mais tant qu'à faire, il faudra aborder aussi le confort d'été, enfin voilà, l'adaptation à un nouveau monde. On ne va pas faire les travaux 10 fois. Donc même ça, c'est une hypothèse basse en quelque sorte. En termes de charges d'exploitation, en consolidé pour 2030, et 2030 c'est qu'une partie du chemin jusqu'à 2050, c'est plus de 100 millions de coûts de fonctionnement. Donc, et les EHPAD là-dedans, c'est 6 milliards sur les investissements et c'est 200 millions donc, pour les coûts de fonctionnement. Qui va porter ça alors qu'on a déjà ces aspects de reste à charge? Donc, ce qui était important, c'était de visibiliser ce coût pour poser au niveau du législateur les hypothèses qui permettent après d'envisager un partage du coût qui doit s'intégrer dans la question de la tarification telle que vous l'avez vu précédemment. Et là, on passe aux perspectives. Voilà. Donc, alors vous avez vu avec la slide précédente que c'est déjà une question d'équité. Tout ça, c'est bien sûr à la fois technique, puisque ça va rejoindre le sujet précédent de la tarification, mais évidemment, c'est une question d'équité. Donc, qui dit d'équité, qui dit doctrine. Alors, en termes de perspective, pour réaliser ce mouvement, bien sûr, des objectifs chiffrés n'ont jamais permis de faire la mise en mouvement à l'échelle d'un pays. Qu'est-ce qu'il faudra ? Il faudra à la fois des parties prenantes mobilisées, et là, on a toute une logique de dialogues territoriaux à renouveler, parce qu'en fait, ces effets, pour les obtenir, ce sont des effets qui ne sont pas simplement négociables au niveau d'un opérateur, certains le sont, mais d'autres nécessitent des effets de filière. Par exemple, sur l'alimentation, c'est un des gros postes. Pour réussir la décarbonation du milliard de repas de la branche autonomie, oui, bien sûr, chacun au niveau de ses achats pourra s'inscrire dans une loi Egalim, mais il y a un problème d'approvisionnement local, donc de filières décarbonées, donc de PAT, de plans alimentaires territoriaux, qui dépassent très largement la gouvernance de la 5e branche. Et là, vous avez le lien entre une gouvernance sécurité sociale, des autorités des ARS, des départements, etc., et de la gouvernance qui excède la sécurité sociale, mais qui vont aller dans le champ agriculture, mobilité, etc. Donc, renouveler ces dialogues territoriaux. De même, les politiques médico-sociales sont finalement des politiques d'aménagement du territoire. On peut les considérer comme ça dans une logique de transition. Donc vous voyez qu'on a toute une logique de concertation de parties prenantes à mettre en place qui sont un sacré défi pour l'ensemble du secteur. Il y aura des éléments d'accompagnement, mais ça sera l'occasion pour monsieur d'en parler. Et enfin, pour terminer, donc un élément de sens, c'est-à-dire qu'un mouvement de cette ampleur-là, c'est évidemment pas simplement un mouvement technique, mais c'est un mouvement qui consiste à prendre part au défi d'une génération. Et c'est évidemment un mouvement qui s'intègre dans le défi de la sécurité sociale, qui est mis sous contrainte globalement, pas simplement les EHPAD, dans le cadre des contraintes qui pèsent sur nos dépenses publiques. On a 100 milliards d'investissements à trouver pour réaliser la transition écologique au niveau de toute la France. Et au même moment, on a des enjeux de sécurité sociale à financer et notamment de vieillissement. On voit bien que les deux enjeux devront être abordés de concert et peut-être même encore plus parce que derrière ça, au fond, c'est aussi la question de l'équité entre les générations, entre peut-être des aspirations entre les jeunes générations très tournées vers le développement, vers la transition écologique et des générations qui ont à gérer la question du vieillissement. Pour garder cette cohésion sociale, il faut faire tout ça de concert. Merci Madame Wisner-Weil. Alors effectivement, on a des enjeux, on a un consensus à trouver, mais on a aussi besoin de concret, de réalité de terrain et d'outils pour dialoguer avec les différentes autorités et faire passer le message. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un de votre mission, de votre travail. Mon outil, mon empreinte carbone permet
finalement de répondre à un de ces objectifs, c'est-à-dire faire une photographie des émissions de CO2 très rapidement et avoir des chiffres, hein. Oui, alors mon empreinte carbone est un outil qui s'inscrit donc dans la planification écologique du système de santé. Là, on est sur la lecture. Donc là, vous avez en face de vous mon empreinte carbone qui est librement accessible sur le site de l'ANAP en 3 clics. Et vous visualisez automatiquement, donc là on a les chiffres, on a les estimations nationales des émissions de CO2 du secteur de la santé. Alors je n'ai pas le temps de vous expliquer la méthodologie, mais grosso modo, on est allé chercher tous les euros dépensés dans les comptabilités et on les a transformés en émissions de CO2 avec ce qu'on appelle des facteurs d'émission qui transforment les euros en CO2. Donc là, vous avez sur 3 années, 2020-2021, une lecture des émissions du secteur de la santé en France. C'est une estimation, puisqu'on est sur une méthode avec un fort taux d'incertitude qui s'appelle la méthode monétaire. Donc vous voyez l'évolution, on est à 12,5 mégatonnes de CO2 émis par le secteur de la santé en France en estimation. Et vous avez un deuxième diagramme qui vous présente 8 postes principaux, donc des postes qu'on a regroupés. On a pris des lignes comptables du plan 21, M21, M22, on les a transformés en postes d'émissions de CO2. Et donc vous avez 8 familles, et là on voit que le premier poste à l'échelle de la France, donc ça correspond avec les résultats des travaux des remarquables travaux du Shift Project. On est sur les médicaments et les dispositifs médicaux, mais là on est vraiment à l'échelle de la santé en France. Si on va sur le deuxième niveau, donc on a une lecture, je ne peux pas vous faire une démonstration, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ANAP, il y a encore des webinaires pour expliquer cet outil qui auront lieu en septembre, en octobre et en novembre, il y a 3 dates. Là, vous avez une lecture du secteur de l'autonomie, mais à l'échelle des EHPAD autonomes publics. Uniquement, pourquoi? Parce qu'on n'a accès que aux comptabilités publiques pour pouvoir transformer les euros en émissions de CO2. Et là, on voit, et on est aussi dans la ligne du Shift Project, c'est-à-dire que le premier facteur mis en avant dans les émissions de CO2 au niveau des EHPAD autonomes, c'est l'alimentation. Donc on a un gros travail. Alors grosso modo, il y a 3 pistes d'action sur l'alimentation. 1, c'est la végétalisation des protéines. 2, c'est la réduction des déchets alimentaires. Et 3, c'est la réduction des emballages plastiques de production autour, et aussi autour du service des repas. Donc on a les 3 leviers d'action pour pouvoir décarboner et réduire ces émissions de façon drastique. Et vous avez un diagramme en dessous donc, qui présente, donc là j'ai pas très bien, mais je pense qu'on est à 34% de mémoire sur la question de l'alimentation. Donc en fait cet outil vous permet de savoir, sans avoir saisi la moindre donnée, que concernant, donc là on est à l'échelle de la France, mais que concernant les EHPAD autonomes, le sujet premier sur lequel il faut agir drastiquement, c'est l'alimentation. Et après, je vais vous donner un exemple, puisque le temps nous est compté, qui est la dernière slide que je vous propose. Les schémas peuvent laisser penser que l'outil est compliqué, mais en fait, quand vous êtes un EHPAD, vous entrez sur le site de l'ANAP, vous entrez sur la plateforme, vous mettez votre nom, votre finesse. En fait, on ne met rien du tout, c'est-à-dire que tout est en libre accès. Alors, si vous connaissez votre numéro de finesse juridique, vous pouvez le saisir en bas à gauche. Dans le sens de l'écran. Et donc là, à ce moment-là, vous avez accès directement à votre finesse juridique. Donc petite prudence. Là, sur les EHPAD autonomes, c'est un finesse juridique, un établissement, mais il y a des finesses juridiques qui regroupent 10, 15, 20, 30 ou 40 établissements. Donc on n'a pas l'échelle de précision jusqu'aux finesses géographiques. En tout cas, là, j'ai pris un exemple d'un établissement qui se situe à Solesmes, pas dans la Sarthe, mais dans le nord de la France, avec là aussi une mise en avant de ces résultats. Donc c'est un finesse juridique, c'est un établissement. Donc là, vous avez sous les yeux une estimation des émissions de CO2 sans avoir saisi. L'établissement n'a rien saisi du tout. Il est simplement allé voir sur le site de l'ANAP ce que ça donnait pour lui. Et donc, cet établissement peut voir que le poste de l'alimentation est fortement majoritaire dans la responsabilité de ces émissions de CO2, avec un taux d'incertitude, mais au moins ça donne l'indication sur quoi il faut agir. Et vous pouvez voir aussi sur la répartition 2020, 2021 et 2022 que cet établissement a réduit ses émissions de CO2. Donc là, je n'ai pas les chiffres en tête et je ne les vois pas bien de loin parce que je n'ai pas mes lunettes. Mais ça permet aussi de voir sur 3 ans. Sachez que la mise à jour se fait tous les ans. Le côté réglementaire des émissions de CO2 pour le public, c'est tous les 3 ans. Quand on a plus de 250 agents. Là, on fait une mise à jour tous les ans, donc on aura une mise à jour qui va être faite en octobre avec la consolidation des comptes de 2023. Et les 3 petits camemberts en dessous, ça permet de situer l'établissement par rapport aux EHPAD autonomes de sa région.
et par rapport aux EHPAD autonomes en France. Donc ça permet d'avoir aussi des éléments de comparaison pour situer précisément où est la responsabilité de ces émissions de CO2. Alors, ce n'est pas du tout un gadget, hein. C'est un vrai outil qui permet d'avoir une photographie immédiate, de pouvoir avoir aussi un dialogue de gestion avec les autorités, les tutelles peut-être. En fait, c'est un outil qui vous apporte des renseignements. C'est Laurie Marot qui dit toujours on ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc là, vous avez un outil de mesure qui, à un moment donné, vous donne des indications où vous vous situez, vous, en fonction des sommes et des euros que vous dépensez sur vos émissions de CO2. Et ça vous indique que pour cet établissement-là, peut-être la priorité à travailler, c'est la question de l'alimentation. Et son avantage, c'est son immédiateté. Le fait d'être immédiat, de ne pas avoir à repartir dans les dossiers de l'EHPAD? Aucune saisie de données, on a fait le travail pour vous en fait. Et donc vous avez juste 3 clics sur le site de la NAP, 3 clics et vous visualisez vos résultats. Alors, on la joue très rapide, on pourrait encore intervenir pendant un long moment, mais en conclusion, je vous propose, Vanessa Wisnerweil et Richard B., d'intervenir une dernière fois, un mot de la fin, quelque chose de le plus important finalement dans la démarche pour vous, Madame Weitz. Jusqu'ici, la transition juste, ça a été beaucoup abordé en général par la question de la fiscalité carbone et la question de la sécurité sociale, du rôle de la sécurité sociale dans la transition juste a été peu abordé, alors que ça me semble un point essentiel qui revêt des éléments très techniques et sonnants et trébuchants dont on espère qu'ils pourraient être traduits en PLFSS. Et par ailleurs, ils ne sont pas simplement techniques et financiers, mais c'est déjà beaucoup. Il faut aller à cette hauteur-là si on ne veut pas être juste dans des bonnes pratiques, mais si on veut pouvoir financer pour atteindre les objectifs, pas simplement faire un pas, les atteindre. Et quand on se souvient que notre République sociale s'est construite en adossement sur la sécurité sociale, on a une République sociale qui est complètement liée à cette protection sociale, on conçoit que c'est aussi un enjeu démocratique. Alors l'action, c'est aussi votre credo? Donc, en fait, l'outil qu'on propose, c'est justement ça. On parlait de décarbonation, d'urgence climatique, d'urgence sur la biodiversité environnementale, sur l'empreinte. On vous propose un outil qui permet de passer à l'action, d'agir derrière, en ayant les bons renseignements, les bonnes données et en ciblant vraiment les axes sur lesquels vous devez en priorité, ou vous pouvez en priorité, mettre votre énergie pour décarboner. Je vous remercie d'avoir résumé vos propos. On a presque récupéré le temps voilà. Et donc, on va laisser maintenant la place à Monsieur Benoît Hamon. Merci à tous.